troisième domaine géopolitique où on nous attend, c'est l'Afrique centrale. Et pas seulement pour des raisons historiques de présence coloniale dans 3 pays d'Afrique centrale, parce qu'il y a une vraie expertise, il y a une vraie connaissance du terrain, et puis parce qu'il y a de vrais drames dans lesquels nous souhaitons continuer à jouer un rôle. Alors, continuer un rôle, c'est l'Est du Congo essentiellement, on s'y investit beaucoup, pour essayer de pacifier cette région du monde, qui est celle qui aujourd'hui vit probablement les violences les plus dramatiques, depuis des années, depuis des décennies, mais pour cela, il faut convaincre au Congo de mener des réformes, d'organiser la gouvernance du pays, il y a du travail, convaincre les pays voisins de ne pas être une partie du problème, mais d'être plutôt une partie de la solution, et donc de venir aider, convaincre que l'Est du Congo, ça n'est pas une bijouterie à ciel ouvert où tout le monde peut venir se servir, c'est un territoire d'un État qui doit être géré, organisé, pacifié d'abord, et puis que l'on doit pouvoir développer dans de bonnes conditions. Mais ça demande de mettre sans arrêt ce dossier à l'agenda international, ce que nous faisons au niveau européen, et avec l'aide de certains partenaires, dont la France d'ailleurs, on arrive à faire venir aussi ce dossier sur la table du Conseil de sécurité aux Nations Unies, et à faire en sorte que la communauté internationale ne se fatigue pas, ne nous dise pas sans arrêt « encore le Congo », non, accepte de jouer un rôle, ce que l'on fait pour l'instant avec une accalmie, parce qu'on a pu réellement s'en prendre à des rébellions importantes dans l'Est, et puis commencer à mettre les pays voisins autour de la table. Et quel est le message que la Belgique peut faire passer dans tous ces domaines? Je vais y revenir sur 2 thèmes. C'est le fait que, étant fondateur de l'Union européenne, ayant toujours participé à cette alliance transatlantique, ayant cette expérience en Afrique, on peut venir avec un certain nombre d'expertise, un certain nombre de capacités de défense. Alors, de défense de quoi? Je dis de 2 thèmes principaux. Les droits de l'homme, les intérêts. Et je sais qu'on a toujours le sentiment que c'est conflictuel. On ne peut pas défendre les droits de l'homme dans le monde si on défend ses intérêts. Si, on peut faire les deux. Mais on peut très bien faire les deux, et quand je parle d'intérêts, c'est d'abord les intérêts de nos compatriotes, un peu partout dans le monde, à titre individuel, quand ils se trouvent quelque part dans le monde, de voir comment on peut les aider dans les problèmes qu'ils peuvent rencontrer à travers le monde. Ça, c'est le rôle consulaire et diplomatique de tout notre réseau de postes. On est quand même présent avec des postes diplomatiques dans à peu près 115, 116 pays à travers le monde, et parfois couvrant plusieurs pays au départ d'un poste. Et puis c'est les intérêts économiques. La Belgique est un pays, comme l'Europe d'ailleurs l'est pour une bonne part, essentiellement exportateur. Comment accompagner des investissements, des entreprises, des acteurs économiques, culturels, scientifiques, sportifs, à travers le monde. Et là, quand on prend les 2 messages, en matière de droits de l'homme tout d'abord, il y a un certain nombre de règles que l'on doit pouvoir appliquer. Je dirais que comme ministre des Affaires étrangères, moi j'ai déjà constaté souvent, je l'ai vu avec des prédécesseurs, il y a 2 façons de s'exprimer sur les droits de l'homme. On peut s'exprimer sur les droits de l'homme à destination de sa presse nationale et de son public national. C'est très intéressant, c'est très flamboyant, on est souvent très applaudi, ça n'a pratiquement pas d'effet dans les pays dont on parle. Mais ça vous donne de très beaux articles ou de très beaux commentaires dans la presse en Belgique. Donc si on veut s'adresser essentiellement au public belge, c'est très bien. Prendre un exemple, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, on m'a demandé au Parlement de boycotter, pas sportivement, je n'ai pas l'intention de participer à une compétition, mais de boycotter politiquement les Jeux de Sochi. C'est-à-dire, n'y allez pas. Oui, je veux bien mener ce débat dans la presse belge, ça fera peut-être plaisir aux organisations qui le demandent, on leur dit, eh bien on va boycotter, mais nous n'avons jamais envoyé une délégation officielle à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver. Pourquoi? Ben, je crois qu'on a 9 athlètes cette fois-ci. Et nous n'avons pas été invités. Donc moi je veux bien dire que je boycotte une rencontre à laquelle on ne m'invite pas. Mais ce que je préfère, c'est quand on reçoit le président Poutine à Bruxelles demander avec Herman Van Rompuy de dire clairement les choses que nous avons à dire sur les droits de l'homme, et quand je reçois mon collègue Sergei Lavrov, ou quand je vais le voir, dire exactement aussi les griefs que nous avons en matière de droits de l'homme, et d'agir concrètement sur le terrain, mais dans le dialogue avec un pays que l'on doit respecter, que ce soit la Russie ou un autre. Donc il faut tenter de le faire dans un dialogue direct, et pas toujours exclusivement à destination de son opinion publique, et puis en regardant comment on peut concrètement faire bouger des dossiers. Alors je vais prendre des exemples, c'est la meilleure façon en matière de droits de l'homme. Tout le printemps arabe, si vous voulez, on y reviendra, mais tout le printemps arabe pose sur le volet politique, il y a tout le volet de développement et de soutien économique, mais sur le volet politique pose 2 problèmes, d'un certain nombre de valeurs.
auxquelles nous croyons en Europe, que je crois d'ailleurs que l'on doit défendre encore plus en Europe aujourd'hui, des valeurs de démocratie, de séparation de l'Église et de l'État, ou d'égalité entre les hommes et les femmes. Quand on en discute dans beaucoup de pays du printemps arabe, la discussion c'est est-ce que, non pas l'État est un État islamique, beaucoup d'États l'ont été à travers le temps, c'est pas cet article-là qui pose problème, mais est-ce que l'on peut accepter que dans la Constitution, la charia, la loi religieuse, devienne la référence? On peut faire évidemment des déclarations ici. Nous avons été beaucoup en Tunisie avec beaucoup d'autres Européens et amis sur la scène internationale. Les débats ont permis de saluer maintenant l'émergence d'une constitution tunisienne qui évite de prendre la charia comme référence et qui permet de renvoyer à des législations votées par les parlements élus. Et puis il y a eu un débat intéressant. On aurait pu dire c'est inadmissible et on n'en parle pas, mais on a essayé de convaincre. Le débat, c'était que dans la constitution tunisienne, on voulait inscrire un article disant que la femme est complémentaire à l'homme. Alors, on pouvait dire c'est inadmissible et on n'en parle plus. Non, on y était. Je ne dis pas que c'est l'influence belge, c'est l'influence de beaucoup d'acteurs. On a obtenu maintenant un article qui clairement reconnaît l'égalité des êtres humains, hommes, femmes ou enfants, l'égalité en tout cas. Donc ce sont des démarches que l'on peut faire en étant au contact direct. Et ça, la séparation de l'Église et de l'État, d'une certaine façon, la séparation entre les religions et l'organisation de l'État, c'est important. L'égalité homme-femme sont des thèmes sur lesquels on peut venir. Mais je peux prendre des exemples qui peuvent paraître plus compliqués encore. La Belgique est en pointe dans plusieurs débats. Je pourrais prendre la lutte pour la suppression des mines antipersonnelles. Nous sommes à l'origine des traités, nous soutenons l'extension de ces traités à travers le monde. Des munitions, dispersion, on est aussi dans la même logique. Mais un exemple, la peine de mort. En Europe, on a éradiqué cette logique de la peine de mort. En Belgique, d'ailleurs, ça s'est fait lentement, parce que les textes étaient encore là. Moi, j'ai vécu au Parlement la suppression de la peine de mort dans les textes, donc ça ne remonte pas à 3 siècles. Mais à travers le monde, qu'est-ce que nous demandons? Mais des choses très concrètes de nouveau. L'abolition. Mais si dans un pays, on n'a pas l'intention d'abolir la peine de mort, on demande alors un moratoire. On puisse au moins, pendant un temps, il y a des pays qui le font, ne pas appliquer. Et donc, ce que l'on faisait en Belgique, d'ailleurs pendant des années, condamner à mort, mais transformer la peine en une autre peine et ne jamais exécuter. Ce n'est pas l'abolition, c'est au moins éviter les exécutions. Et puis, malheureusement, dans un certain nombre de pays, ce que nous tentons de faire progresser, c'est des limitations. De ne pas exécuter des enfants, de ne pas exécuter de n'importe quelle façon, la lapidation, bien d'autres choses. Mais il faut en parler en essayant de faire bouger la situation dans les pays concernés, pas simplement en donnant des leçons. Alors, je pourrais multiplier les exemples, et je vais vous laisser la parole d'ici quelques minutes, mais en prenant ces exemples-là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que l'Europe, et donc la Belgique, n'a pas de leçon à donner au reste du monde dans toutes ces matières. Mais on peut faire part d'une expérience. On peut faire part d'un trajet, d'une maturation qui est encore en cours, qui n'est pas au bout du chemin. Je peux là aussi vous dire sur quelques points. Mais là, je peux commencer par peut-être les moins dramatiques chez nous. La séparation entre l'Église et l'État. On a rappelé les 175 ans des jeunes libéraux, mais si le Parti libéral s'est créé en Belgique, c'est après 15 ans d'unionisme à l'indépendance, parce que pas seulement des laïcs, comme on le croit aujourd'hui au sens belge, ou des francs-maçons, comme on le dit plus communément, mais même des catholiques, ont souhaité, certains ont même créé des universités, ont souhaité séparer l'Église, à l'époque catholique, de l'État. Et j'ai encore vu, il n'y a pas tellement longtemps, des magistrats qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi on leur demandait de ne pas siéger en dessous d'un crucifix. Et on peut l'enlever. Je ne vais pas aller dans certains pays demander que la charia ne soit pas d'application, et puis trouver normal que l'on vienne comme ça, dans nos juridictions, avoir des signes religieux ici ou là. Mais nous avons une longue tradition de présence de la religion dans l'État, en Europe, dans tous nos pays, et à un niveau très très élevé. Et donc, je crois qu'on doit simplement tenter de faire part d'une expérience sur l'introduction progressive de valeurs communes. L'égalité homme-femme. Bon, je suis parfois surpris de voir l'enthousiasme de la presse belge au XXIe siècle
quand à la tête d'une grande entreprise publique, on nomme une femme. Alors c'est remarquable. Mais je préférerais qu'on dise qu'on a nommé une personne compétente. Mais c'est que l'on n'est pas au bout du chemin. Si ça constitue encore chez nous un événement, et un événement semble-t-il important, d'oser, si j'ai bien compris, désigner même une femme à la tête d'une entreprise publique. Si vous regardez les écarts salariaux dans les entreprises, et vous pourrez multiplier beaucoup d'autres exemples, on n'est pas au bout du chemin. Donc on n'a pas à donner de leçons, mais on peut dire, voilà où nous en sommes. Et puis, dans beaucoup de conflits à travers le monde, l'intégration régionale, c'est ma conviction, est la meilleure solution. Pourquoi? C'est que faire en sorte que des voisins se rencontrent, travaillent ensemble, en Afrique centrale, au Moyen-Orient. Demain, peut-être la Syrie avec ses différents voisins. Un jour, l'Iran, l'Irak et d'autres pays. Le Maghreb. Je pourrais multiplier, faire en sorte qu'il y ait des intégrations régionales, que des gens, petit à petit, pas le modèle européen, mais travaillent ensemble. Alors, venant d'Europe, de temps en temps, j'entends des gens expliquer que nous avons un modèle. Non, non, on a une expérience. Nous, il nous a quand même fallu au moins 2 guerres mondiales, sans parler des précédentes, et un génocide que personne n'a encore égalé à ce jour. 6 millions de morts par la Shoah, avant de dire, bah, dans le fond, est-ce qu'on n'arrêterait pas? Est-ce qu'on ne commencerait pas à créer des institutions européennes pour que les Français et les Allemands arrêtent de se faire la guerre et que d'autres peut-être les rejoignent? Donc, faire passer le message que nous avons cette expérience-là en matière de droits de l'homme, de faire en sorte que on peut, par l'intégration régionale, installer la paix, on peut installer la démocratie, dans le sud de l'Europe où elle n'existait pas partout, vers l'Est, quand le mur est tombé, et que des pays qui étaient sous le joug d'une dictature soviétique sont entrés dans l'Union européenne progressivement, mais un développement de bien-être à travers l'Union européenne depuis sa création, malgré les crises que l'on connaît. Donc rappelez que c'est un processus politique, parce que souvent aujourd'hui on semble parler de l'Europe comme si c'était uniquement un outil économique. L'Europe, c'est d'abord la création de la paix, de la démocratie, sur un continent qui n'avait jamais connu cela. Et donc ce message-là, on peut le faire passer. Et si on le fait passer de cette façon-là, c'est pas une question d'être modeste, c'est une question d'être efficace partout où on le peut, de faire progresser, d'avoir de plus en plus de pays qui n'appliquent pas la peine de mort ou qui l'abolissent, d'avoir de plus en plus de pays qui respectent l'égalité entre les hommes et les femmes, qui séparent la religion de l'État. Et s'il faut recommencer, c'est le mythe de Sisyphe, on recommence et on essaie de remonter le rocher au sommet de la colline. C'est la démarche, c'est de tout le temps se dire comment faire passer ce message. Si on fait cela, on peut défendre aussi nos intérêts. Et je disais, l'autre thème que la Belgique alors met en avant dans sa politique étrangère, c'est évidemment la défense des intérêts de nos compatriotes à travers le monde, la défense aussi de nos intérêts économiques. Je suis aussi ministre du Commerce extérieur. Bien entendu, on mène des missions pour promouvoir nos entreprises. Je suis heureux que de plus en plus d'entreprises le font, en mêlant d'ailleurs le débat sur les droits de l'homme. On a avec l'UNICEF créé ce qu'on appelle Global Compact, c'est-à-dire une participation des entreprises à cette idée toute simple que quand vous allez dans un pays, vous pouvez décider d'utiliser des sous-traitants et ne pas vous occuper de la façon dont ils travaillent. Mais vous pouvez aussi vous demander s'ils font travailler des enfants, si l'entreprise est un peu construite dans des conditions correctes pour que ça ne s'effondre pas comme on l'a vu dans certaines entreprises textiles, et ainsi de suite. Et la démarche peut progressivement amener à la défense des intérêts, et même amener des outils économiques à développer une défense de valeur à travers le monde. Et je crois qu'un pays comme la Belgique peut faire passer ce message-là en se fondant sur les thèmes où on nous attend vraiment, l'Europe, l'Alliance transatlantique et l'Afrique centrale, en étant en pointe dans la défense des droits de l'homme, en n'ayant pas peur non plus de défense des intérêts. Et si on fait cela, alors on peut de temps en temps faire entendre sa voix dans d'autres dossiers. Je terminerai par là. Par exemple, on va commémorer, là c'est l'Afrique centrale, les 20 ans du génocide rwandais. Et nous organisons à Bruxelles, fin du mois de mars, une conférence sur la prévention des génocides. Parce que pour ceux qui ont suivi les événements du Rwanda, il y a d'abord eu toute une série de propagations de messages, y compris par une radio Mille-Collines et par d'autres outils, qui ont entraîné à la haine. Mais comment on sait cela? Est-ce qu'on ne peut pas, dans un certain nombre de pays à travers le monde, vérifier que l'on ne voit pas apparaître ce genre de choses, comme par exemple en République centrafricaine, il y a peu de temps, avec des querelles ethniques, religieuses? Comment détecter? Mais nous le faisons, et comme on a une certaine crédibilité sur ces sujets, en fonction de ce que je viens de vous dire, le secrétaire général des Nations Unies sera là. Et nous aurons un certain nombre de représentants
de pays importants à travers le monde qui vont venir en parler à Bruxelles. Le Moyen-Orient, ça n'est pas la Belgique qui va régler le dossier du Moyen-Orient. Mais avec l'influence que l'on peut avoir dans un certain nombre de cénacles européens et autres que j'ai évoqués, on peut tenter de jouer un rôle, de participer à la démarche. Nous allons aussi tenir, et on commence à avoir un certain nombre de participants maintenant, probablement en avril ou au début du mois de mai, une rencontre à Bruxelles sur les investissements possibles en territoire palestinien. Si les négociations en cours aujourd'hui devaient aboutir à un accord politique sur une solution à 2 États entre la Palestine et Israël, comment convaincre les entreprises européennes d'aller investir dans ces territoires, de développer l'activité économique? On va le faire avec des collègues américains, l'Union européenne, le quartet, comme on dit, c'est Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique qui préside cette organisation, et nous aurons des investisseurs palestiniens et israéliens, mais aussi des autorités des 2 pays. Je ne cite pas encore de nom, mais probablement au plus haut niveau dans ces pays. Bruxelles, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, peut jouer ce rôle, parce que Bruxelles a un véritable rôle à jouer sur la scène internationale. Et pour prendre un dernier exemple, dans le conflit syrien, puisqu'on va en parler dans la même université dans quelques minutes, je pense, la Belgique n'est pas non plus à la table du Conseil de sécurité, ne va pas pouvoir user de son droit de veto qu'elle n'a pas, puisqu'elle ne siège même pas au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on peut prendre des angles d'attaque. Depuis 2 ans, nous faisons tout pour essayer d'expliquer, je dis personnellement, je suis très pessimiste, que c'est une longue guerre civile que l'on va connaître, on est 1 an dedans depuis près de 3 ans, mais que peut-on faire sur le terrain humanitaire? Nous avons pris un angle, qui est celui de l'accès à des lieux médicalisés. Il faut savoir que sur les toits des hôpitaux, il y a des snipers. On tue des malades, on tue des médecins, on empêche tout comme activité médicale. Et personne n'a accès avec une véritable activité médicale sur le terrain. On a amené maintenant une 50aine, puis 80 pays à nous soutenir dans cette démarche. Et dans les négociations, ça prend du temps, on commence à obtenir les premiers cessez-le-feu sur le terrain, avec un accès, une ouverture pour l'accès humanitaire et l'accès en matière de santé. C'est un début, il n'y aura jamais en série de solutions militaires, il n'y aura jamais d'une solution politique, mais que pouvons-nous faire pour tenter d'aider, d'abord de soulager la population, et puis tenter d'aider à ce processus? Parce que si on a un accès humanitaire, si on organise des cessez-le-feu, on crée des possibilités petit à petit de rencontres, de discussions et de recherche d'une solution. Alors voilà ce que l'on fait quand on est à la tête de la représentation extérieure de la Belgique, en étant conscient des limites de ce que la Belgique peut faire, mais en n'ayant pas non plus d'hésitation chaque fois que l'on peut réellement peser dans le débat. Et je le répète, dans le débat européen, nous sommes très présents et on nous attend. Dans le débat transatlantique aussi. Et dans la capacité d'expertise et d'action en Afrique centrale, nous sommes aussi attendus. Si on joue notre rôle dans ces matières-là, on accepte alors que nous soyons aussi présents dans toute une série d'autres cénacles, et peut-être que vos questions nous y mèneront. Je veux bien aborder tous les sujets que vous souhaitez à travers le monde ou ailleurs. Et à côté de cela, c'est à nous de choisir alors la manière dont on mène cette action internationale. Et je le disais, on peut le faire en ayant dans tous les dossiers, dans toutes les démarches, dans toutes les rencontres bilatérales, à la fois une volonté de défendre les droits de l'homme et de défendre les intérêts de nos concitoyens comme les intérêts économiques de notre pays. C'est tout à fait compatible, et il faut le faire avec, je le disais, un certain respect pour les interlocuteurs que nous avons et une certaine conscience, je vous en dirai plus si vous le souhaitez, une certaine conscience de notre passé. Et donc ne pas venir avec une sorte d'arrogance de modèle en disant voilà comment vit l'Europe, voilà comment se comporte l'Europe, et donc on vous demande de tous faire la même chose. Parce que sinon on peut nous renvoyer à des périodes qui ne sont pas si lointaines, et où je le disais, nous avons fait à peu près dans tous les domaines, vous pouvez chercher, mais à peu près dans tous les domaines, on a fait pire que ce que l'on peut vivre partout dans le monde. Je dis bien à peu près, il y a peut-être une exception ou l'autre, mais les Européens ont réussi au cours des siècles à aller plus loin dans l'horreur que ce que l'on fait à peu près partout à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une bonne heure de discussion, de réponse aux questions. Je propose d'en prendre 2 ou 3 d'affilée, comme ça permet de voir assez clair. Voilà. Est-ce que il peut y avoir monsieur, on va commencer ici, et puis je vais monter
Voilà, on va grimper petit à petit. Oui, alors il y a des micros, donc il y a deux personnes là, bien identifiées, avec des beaux t-shirts de la maison, qui sont là pour... Oui. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'être parmi nous. J'avais une question, vous êtes prononcé très clairement en faveur du principe d'ingérence, vous avez expliqué la nécessité pour les nations occidentales à un certain moment de décider, d'estimer le bon et juste d'intervenir dans des pays autres que ceux de l'Union européenne en cas d'extrême nécessité. Je voulais savoir, est-ce que le cas de la Syrie n'est pas justement quelque part l'exemple d'une confrontation qui pourrait exister entre les intérêts concrets des nations interventionnistes et finalement le beau principe d'ingérence qui se veut juste mais quelque part limité par le manque d'intérêt concret en retour. Merci beaucoup. Monsieur. Bonsoir Monsieur le Ministre. Vous avez commencé par nous dire qu'il nous était permis de rêver de vivre jusqu'à 175 ans. J'aimerais savoir si vous partagez éventuellement mon rêve de devoir naître une Europe fédérale, des États-Unis d'Europe. Et puisque vous positionnez également pour plus d'intégration, j'aimerais bien savoir quel est ce degré d'intégration que vous désirez aujourd'hui. Alors, je vais passer le micro à la troisième personne. Merci. Monsieur le futur Premier ministre, je voudrais vous poser une question, et tout d'abord, citer Socrate en disant que par rapport à vous, moi je sais que je ne sais rien, mais je veux quand même vous poser la question suivante au sujet de la défense de l'OTAN. Vous caricaturez, et c'est pas la première fois que j'entendais faire l'action de la Belgique d'un point de vue militaire, mais un général m'a expliqué que l'action militaire de l'OTAN est répartie entre les pays selon une compétence. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des porte-avions en Belgique, nous n'avons pas d'assez gros corps en Belgique. On n'a pas 200 F-16 à mobiliser pour une grosse action. Et on est surtout spécialisé dans le déminage notamment, et les déminages, et peut-être comme vous l'avez expliqué aussi, les actions militaires et les actions de soutien après les actions militaires. Alors est-ce qu'on doit outrepasser l'organisation de l'OTAN pour pouvoir intervenir tout de suite, rapidement, et se montrer dans les pays en zone de conflit, ou bien on doit respecter d'abord le traité transatlantique qui nous a été imposé? Merci. Peut-être ces trois-là, je vais faire à l'envers. Alors, parce que sur l'OTAN, il n'y a pas de malentendu, je ne vais pas caricaturer la politique actuelle. Je dis que pendant trop longtemps, on est resté très prudent en disant on est prêt à participer à une action internationale, mais de façon humanitaire. Depuis quelques années, la Belgique a repris, un exemple célèbre, c'est le refus même de livraison d'obus à nos alliés britanniques, qui était quand même un moment assez surréaliste de la politique belge, mais j'ai vu, je disais, des demandes de n'intervenir qu'au moment où il n'y avait plus d'action sur le terrain. Depuis quelques années, on a accepté d'être actifs. En Afghanistan, ce sont des F-16 qui participent à des opérations concrètes sur le terrain, en première ligne. La même chose en Libye. Et donc, on a démontré ces dernières années que nous étions prêts, en fonction de nos capacités, bien sûr, au sein d'une alliance, à mettre des moyens en œuvre en étant en première ligne et pas toujours à l'arrière du conflit. Et c'est vrai avec le F-16, c'est vrai avec les démineurs dans le sud du Liban, parce que ce n'est pas un métier sans risque, et on essaie d'être présent. Je dis simplement, il y a une limite à ce que l'on peut faire, mais il faut le faire si on veut avoir une véritable place à la table. Depuis les opérations en Afghanistan et en Libye, la Belgique participe vraiment au cœur de la discussion. Avant, on ne nous interrogeait pas trop, puisqu'on savait qu'il n'y aurait pas vraiment de volonté active de jouer un rôle. Deuxième élément sur le rêve. Moi j'aime bien de rêver, mais je n'aime pas trop les modèles. Et donc quand on rêve, il faut se laisser un peu aller avec son imagination. Et donc c'est pas tellement les États-Unis d'Europe, mais c'est vrai que je rêve d'une Europe plus fédérale, mais qui se créera avec nos spécificités propres. On a une diversité beaucoup plus grande, culturelle, linguistique, que les États-Unis aujourd'hui, quoique les États-Unis commencent à faire le chemin aussi de la diversité de manière assez lente. Mais ce que je souhaiterais, c'est que l'on ait cette capacité de faire des pas en plus sur le plan fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement une monnaie pour 18 pays qui est fédérale, qui est gérée par une banque centrale européenne, et je veux rassurer tous ceux qui ont peur du fédéralisme, avant la monnaie unique, avant l'euro, des gouvernements, et je rassure aussi, sans les libéraux en Belgique, donc pas d'inquiétude, il n'y avait que la gauche à bord, à l'époque, ont décidé au début des années 90 de lier le franc belge au Deutsche Mark. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que la Belgique ne prenait plus ses décisions de politique monétaire, les décisions étaient prises à Francfort, dans une banque centrale allemande,
avec exclusivement des Allemands autour de la table. Depuis qu'on a fait l'euro, les décisions monétaires pour la Belgique sont toujours prises à Francfort, mais dans une banque européenne, où il y a 2 Belges autour de la table. Le gouverneur de la Banque nationale et en plus un des anciens chefs de cabinet, Peter Pratt, qui est chief économiste de la banque, qui est autour de la table aussi. Donc je veux dire par là que du fédéralisme, ça veut dire, on l'a fait pour la monnaie, c'est pas nécessairement abandonner une compétence, c'est la partager. C'est la gérer ensemble avec d'autres. On ne le fait pas assez sur le plan budgétaire, on devrait. On doit franchir les étapes. L'union bancaire est un exemple, mais on devrait donc faire un contrôle des banques à l'échelon européen et des mécanismes d'intervention européens et pas laisser ça dans les mains des États. On doit le faire en matière fiscale, en matière sociale. Il y aura un bon signe, les Allemands commencent à penser à un salaire minimum. Ça leur donne l'idée maintenant que toute l'Europe devrait peut-être le faire. Ils ont peur d'une concurrence venant d'autres pays. On doit avancer dans ce sens, mais on doit avancer dans des domaines où nous ne sommes pas suffisamment présents aujourd'hui comme Union européenne. La défense, à nouveau, les affaires étrangères, où la politique européenne n'apparaît pas suffisamment à l'extérieur, on devrait pouvoir la coordonner. Ça n'empêche pas d'aller vers, éventuellement, je l'ai dit tout à l'heure, un retour de certaines compétences vers les États ou vers les régions. Je suis aussi pour la subsidiarité. L'Europe devrait décider beaucoup plus dans des grands domaines, dans un certain nombre de grands principes ou de grandes décisions, et puis laisser les États mettre en œuvre. Mais est-ce que ça se fera dans un rêve d'États-Unis d'Europe? On verra bien. Est-ce que ça se fera avec les 28 ou plus? Moi, je crois qu'on devra commencer, en tout cas, avec la zone euro et ceux qui veulent rejoindre la zone euro. Mais ne pas nous laisser freiner par des gens qui ne veulent pas nous rejoindre. Je pense bien entendu à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne choisira. Elle rejoindra ou pas. Si elle ne veut pas rejoindre, elle ne doit pas freiner les autres. Maintenant, ce que je conçois aisément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un débat très difficile en période de crise. Parce qu'en période de crise, le réflexe est le réflexe de repli sur soi, de protectionnisme, de fermeture des frontières aux étrangers, des frontières aux produits, toute une série de démarches qui cassent la dynamique d'intégration européenne, et on va le vivre malheureusement encore probablement dans le débat pour les élections européennes. Mais je suis effectivement un fervent défenseur de ce fédéralisme européen, c'est pour ça que je suis heureux, parce que lui il rêve beaucoup depuis qu'il a quitté le gouvernement. Guy Verhofstadt porte ce message sur la scène européenne, d'aller vraiment vers une logique, il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur les États-Unis d'Europe. Je veux juste vous dire que les Américains n'ont rien inventé, c'est un Français qui leur a proposé le fédéralisme, et les États-Unis, c'est Lafayette qui a écrit cela et qui l'a soumis à ses amis américains. L'ingérence, je ne vais pas prononcer le mot, enfin, vous l'avez entendu, donc c'est que vous y pensiez très fortement. Je suis effectivement pour une capacité d'ingérence de 2 types. D'abord l'ingérence humanitaire, ça les organisations le disent elles-mêmes, avec tous les risques que ça comporte, parce que l'ingérence humanitaire, prendre un exemple que je soutiens, ça veut dire que Médecins sans frontières va en Syrie, mais aux yeux du régime de façon illégale, sans visa, sans accès au territoire. Et nous avons aujourd'hui 5 otages, dont un Belge, dans les mains de groupes rebelles en Syrie. Mais ça, c'est l'ingérence humanitaire. Et à un moment donné, on doit y aller avec une aide humanitaire. L'ingérence sur le plan politique, ma conviction reste qu'elle doit passer, cette ingérence, par un ordre international, et donc par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis tout de suite, on va en reparler, je souhaiterais qu'on réforme ce Conseil de sécurité. On l'a même écrit un jour avec Guy Verhofstadt, d'ailleurs, dans un accord de gouvernement. Mais bon, la Belgique n'a pas obtenu de convaincre tout le monde. Parce que si vous regardez le Conseil de sécurité aujourd'hui, pour ceux qui suivent cette situation internationale, le Conseil de sécurité a une composition héritée de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont un droit de veto, les autres ne sont même pas à table. Mais est-ce que l'ordre mondial doit rester celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Dans les pays européens, on a fait la réconciliation, on a créé l'Union. Est-ce qu'il est normal, j'espère qu'il n'y a pas trop de Français ou de Britanniques dans la salle, mais est-ce qu'il est normal que la France et la Grande-Bretagne aient un droit de veto et que l'Allemagne ne soit pas dans cette situation? Mais bon, c'est l'héritage. J'espère qu'on avancera un jour vers une composition du Conseil de sécurité sur une base régionale mondiale, que toutes les régions du monde soient représentées correctement. Mais ça étant, pour avoir une ingérence, il faut, à mes yeux, un aval du Conseil de sécurité, où il faudrait vraiment qu'un pays bloque au-delà de toute limite. Mais sinon, on risque des déflagrations beaucoup plus importantes. Alors, prenons 2 exemples. En Libye, nous sommes intervenus avec l'aval du Conseil de sécurité. La Russie, la Chine ont accepté qu'il y ait une intervention en Libye. Elle a eu lieu, avec toutes les difficultés, on peut en parler si vous le voulez ensuite, parce que la révolution, ça ne se fait pas en un jour. En Syrie, il n'y a pas d'accord. La Russie et la Chine sont contre. L'Iran
l'Iran soutient aussi le régime. Et donc, on peut tenter d'agir, ce que nous faisons, je dis, sur le plan humanitaire. On tente d'agir en aidant l'opposition, mais par exemple, je ne le cache pas, je me suis opposé à la levée de l'embargo sur les armes. Pourquoi? Parce que si on livre des armes en Syrie, je sais que beaucoup le demandent, mais on ne sait pas dans quelles mains elles arrivent. On ne sait pas sur le terrain qui va s'en servir. J'ai toujours remarqué que les otages que nous avons, y compris belges, on en a eu déjà plusieurs, en Syrie, ne sont pas dans les mains du régime, ils sont dans les mains de groupes djihadistes. Il y en a énormément sur le terrain qu'on ne contrôle pas. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois d'agir sur le plan humanitaire, d'agir sur le plan politique, et puis de convaincre. Heureusement, maintenant, les dialogues à Genève ont repris, de convaincre la Russie, la Chine, l'Iran de tenter de participer. Et vous aurez constaté, il y a quand même des signes un peu positifs, même quand on ne peut pas agir de manière plus forte. Il y a des négociations en cours au Moyen-Orient. L'Iran est rentré dans une phase de négociation avec la communauté internationale. On verra si ça aboutit, si c'est un réel changement ou si c'est un changement de façade, mais ça bouge. Et sur la Syrie, on a remis à table l'opposition et le régime, ou en tout cas certains représentants. Alors voilà, la limite de l'ingérence, c'est de se dire, bien sûr on doit agir, mais on doit agir avec le soutien de la communauté internationale et donc du Conseil de sécurité. C'est ce qui fait que nous sommes au Mali, c'est ce qui fait que nous sommes en République de Centrafrique, parce qu'il y a là des résolutions très claires du Conseil de sécurité. C'est ce qui fait qu'au Congo, on a demandé à beaucoup de partenaires de venir dans l'Est avec une résolution du Conseil de sécurité où l'ordre international nous permet d'agir. Aller à l'encontre, je peux comprendre le raisonnement de se dire on pourrait aller un pas plus loin, mais il faut quand même faire attention de ne pas non plus entraîner une déflagration plus grande. Parce que aller par exemple plus loin en Syrie, que se passerait-il si les Russes, les Iraniens le prennent mal et entraînent une escalade dans la région? Le conflit pourrait prendre une toute autre ampleur. Et je dois dire d'ailleurs, moi je n'ai pas partagé la réaction de trois États, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, quand on a eu pratiquement à l'épreuve de l'utilisation d'armes chimiques. Nous demandions d'aller au Conseil de sécurité. Trois pays ont dit non, non, nous allons agir militairement. Alors vous avez peut-être vu que le Parlement britannique a dit non à son Premier ministre. Les Américains ont hésité, et le président français s'est retrouvé un peu tout seul, parce que comme il n'a pas de défense européenne, il ne pouvait pas y aller tout seul avec l'armée française. Il n'aurait pas été très loin. Mais je n'acceptais pas une des formules, c'était de dire, si vous vous souvenez, à propos de l'ingérence, nous allons punir. Moi, je croyais que depuis la Révolution française, l'armée ne servait plus à punir. Ça, c'est la justice. Il y a une Cour pénale internationale, il y a d'autres organes, mais l'armée ne sert pas à punir. Elle sert à se défendre, elle sert à stabiliser une situation, mais certainement pas à punir. Ce n'est pas le rôle d'une armée. Merci beaucoup. Tour de questions. Voilà, donc on va peut-être un peu monter tout en haut, là-bas. Oui, là, tout en haut. Monsieur là, le micro arrive. Merci. Vous avez parlé de notre aide humanitaire en Centrafrique et je dois admettre que ça m'étonne un peu. Depuis les années 60, la France soutient et a soutenu toute une série de coups d'État qui ont été faits là-bas. Ça fait depuis les années 60 qu'il y a des problèmes en Centrafrique et jusqu'à présent on ne voulait pas aider le Centrafrique et surtout je suis assez étonné qu'on ne parle pas des intérêts économiques qui sont là-bas. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'uranium. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de la France, la Belgique et globalement l'Occident veut intervenir en Afrique, ce serait uniquement humanitaire? Je pense que partout où on a intervenu, en fait, il y avait chaque fois des intérêts économiques à la clé. En Libye, c'est la même chose. Il y avait Total qui, juste après l'intervention, obtient un accès à beaucoup plus de pourcentage de marché pétrolier en Libye. Et en fait, il y a également Total en Centrafrique. Donc voilà, ça serait ma première question qui est liée à la deuxième. Je me demande aussi, si on veut tellement aider un peu tous ces peuples dans le monde, comment ça se fait que lors du printemps arabe, par exemple, on a quand même soutenu jusqu'au bout, la France en tout cas, Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. En Tunisie, on a d'ailleurs même proposé d'envoyer, enfin la France a proposé d'envoyer des soldats mater les révolutionnaires tunisiens. Merci. Il y avait une question là-bas. Oui, oui. Là. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez en effet parlé brièvement du conflit à l'est du Congo et vous avez
concrètement dit que plusieurs réformes doivent être mises en place et une meilleure organisation du gouvernement. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi les nations internationales ont légitimé concrètement le pouvoir de Kabila alors qu'il a été contesté par le peuple congolais et au détriment de Tshisekedi qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais. Merci. Merci. Bonsoir Monsieur le Ministre. Je voulais savoir concernant les accords commerciaux actuellement en négociation aux États-Unis, avec les États-Unis, pardon, si on faisait suffisamment pour éviter un dumping, que ce soit écologique ou autre. Voilà, merci. Plusieurs choses. Je comprends évidemment la question qui revient régulièrement, c'est souvent la France d'ailleurs qui est visée, dès qu'on parle de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou plus concrètement aussi ces derniers temps l'Afrique subsaharienne, de dire on n'intervient que pour des raisons économiques et d'intérêt économique. D'abord ça montre bien, je disais tout à l'heure, qu'il y a un couple un peu infernal entre les droits de l'homme et les intérêts économiques, parce que les deux peuvent effectivement jouer dans beaucoup de cas de figure à travers le monde. Maintenant, il faut bien se rendre compte que la première raison d'essayer de définir un cadre international, et donc un cadre notamment du Conseil de sécurité, c'est justement d'essayer de faire en sorte que des États ne puissent pas se retrouver seuls à la manœuvre pour défendre des intérêts économiques nationaux. Vous avez parlé de la Libye, de la République centrafricaine. Dans tous ces cas, la Belgique a demandé systématiquement qu'il y ait un cadre de résolution des Nations Unies. Et si je prends des exemples concrets, nous sommes intervenus dans ce contexte-là en Libye, on est intervenu aujourd'hui en République centrafricaine. En République centrafricaine, la France est effectivement sur place, mais avec maintenant une force d'intervention africaine et avec un mandat des Nations Unies. Et l'objectif dans tous ces pays, c'est de faire en sorte que l'on puisse d'abord éviter des drames, parce que, si j'entends bien votre question, on peut se poser alors en sens inverse, fallait-il ne pas intervenir ? En République centrafricaine, on est quand même devant une situation de conflit ethnique et de conflit religieux. Moi, je n'aime pas d'utiliser trop vite de trop grands mots, mais qui conduisaient à des massacres. Je ne vais pas parler encore de génocide, mais de véritables massacres. Je crois qu'on doit agir. Si vous venez un jour avec moi dans l'Est du Congo, on reçoit régulièrement ici le docteur Mukwege. Venez voir la situation des femmes, notamment dans la région. On ne va pas se dire que parce que la région est riche dans son sous-sol, on va laisser la situation en l'état. On doit intervenir aussi pour des raisons humanitaires. Mais quel est l'objectif? De faire en sorte que l'on mette en place des institutions dans ces pays. L'exemple de la Libye reste une vraie préoccupation. C'est un pays où il n'y a pas d'État. Le seul avantage de la Libye aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire de coup d'État. On ne sait pas prendre le pouvoir, on ne sait pas où il est. Mais ça veut dire simplement que l'on doit tenter de construire une structure d'État, d'aboutir à des élections, à une capacité pour la population de se choisir ses dirigeants, et donc de gérer le pays, et de gérer démocratiquement le pays. Seulement, la remarque que je veux faire, c'est du côté européen de nouveau, on a parfois le sentiment que beaucoup se disent le printemps arabe, d'ailleurs un vocabulaire un peu particulier, la situation est très différente d'un pays à l'autre, mais on aurait une sorte de révolution au printemps, une constitution pendant l'été, des élections à l'automne, et en hiver tout est en ordre. De nouveau, je reprends l'exemple européen, on a mis parfois, certains me disent qu'il a fallu plus d'un siècle en France pour un peu stabiliser la révolution et passer à une république, puisque Napoléon est encore venu pas très loin d'ici terminer sa carrière, et on me dit même que parfois c'est pas encore fini, quand on voit ce qui se passe parfois dans les rues de Paris aujourd'hui sur certains sujets de société. Mais donc, dans ces pays, ça va prendre du temps. On est par exemple dans le monde arabe aujourd'hui, je ne le cache pas, dans un conflit interreligieux aussi, au sein de l'islam, entre sunnites et chiites. Est-ce qu'on va pouvoir passer au-delà de cela, arriver comme on l'a fait? Alors la constitution tunisienne disait la France a essayé de soutenir Ben Ali jusqu'au bout. Mais il ne faut pas se tromper. Tout le monde occidental a pendant très longtemps considéré que probablement un certain nombre de dictateurs dans ces pays stabilisaient mieux la situation que de prendre le risque de l'aventure. Qui a fait le choix inverse? Mais la population locale. Ce n'est pas l'Europe qui a déclenché le printemps arabe. Le printemps arabe, il est né d'ailleurs en Tunisie d'abord,
mais d'un jeune homme qui voulait surtout de l'emploi, encore beaucoup plus que de la démocratie et des droits de l'homme. Lui voulait d'abord un emploi, et qu'on arrête de le tracasser dans sa recherche d'emploi. C'est devenu un héros, et on a vu se déclencher le processus partout. Mais je crois qu'on peut vraiment agir avec cette volonté de développer une situation stable dans ces pays, mais à travers un système démocratique et de choix par les urnes. Alors c'est très compliqué, parce que dans certains cas, quand je vois des signes positifs aujourd'hui en Tunisie, avec cette constitution, j'espère que ça va se traduire maintenant dans les élections et la réalité. En Égypte, on a eu des élections, mais on a bien vu que la population n'était pas tout à fait ravie de la façon dont le président se comportait. Donc ça prendra du temps, mais d'avoir une lecture, en tout cas du rôle de la Belgique, bon, je ne vais pas me prononcer au nom de la France, mais en tout cas de l'Union européenne, mais certainement de la Belgique, comme intervenant uniquement pour des intérêts économiques, ça, je crois que vous vous trompez. La meilleure preuve, alors je viens à l'exemple du Congo que Madame citait, d'abord, sur les élections. On a attendu longtemps. Les élections de 28 novembre, si je ne me trompe, 2011, elles ont eu lieu avec beaucoup d'observateurs qui sont rentrés, Parlement européen, Parlement belge, d'autres, en disant que les élections se sont bien déroulées. L'erreur qu'ils ont tous commis comme observateurs, c'est de quitter le jour des élections et de ne pas rester présents jusqu'au dépouillement et jusqu'au rassemblement des résultats. Et on commençait à voir alors des réactions sur le sujet. Mais ces élections ont été validées sur le plan interne, et dans la communauté internationale, ce n'est pas la Belgique, c'est tout le monde qui, à un moment donné, a reconnu l'élection du président Kabila. Il faut savoir que l'élection de 2006, nous l'avions financée et organisée. L'élection de 2011, on a laissé le Congo se débrouiller. Bon, se débrouiller dans un pays où il est très très difficile d'organiser des élections. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je recevais encore tout à l'heure le président du Sénat congolais. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord pacifier la situation dans l'Est, et puis surtout reprendre le chemin d'une logique démocratique, et le président Kabila s'est exprimé en octobre. J'ai salué ce discours parce qu'il va dans la bonne direction, c'est de respecter le calendrier électoral, d'avoir des élections locales, des élections parlementaires, des élections présidentielles d'ici 2016, et que le président qui aura fait 2 mandats ne se représente pas. Ça nous demande d'être sans arrêt présents dans ce débat, de faire pression, mais je le répète, le but, c'est que dans ces pays, les populations, à un moment donné, choisissent elles-mêmes leurs dirigeants dans un pays pacifié et puissent gérer dès lors aussi, à travers ces dirigeants, leurs ressources et leur activité économique. Et j'y ajoute d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la nécessité d'aller vers une intégration régionale, la capacité pas seulement de faire ça dans un pays, mais dans une région. Alors est-ce que c'est simple? Non. Est-ce qu'il y a des interférences? Bien sûr. Mais pour revenir aux intérêts économiques que monsieur évoquait, vous savez, dans l'Est du Congo, ce sont d'abord les pays voisins qui viennent intervenir et qui viennent récupérer des richesses, beaucoup plus que quelconque pays occidental que vous avez cité. Et donc, je ne dis pas qu'il faut voir la politique internationale comme étant d'une totale naïveté, mais que fallait-il faire d'autre? Ne pas intervenir en République centrafricaine, ne pas intervenir au Mali, ne pas intervenir dans un certain nombre de situations comme celle-là, où l'on voyait une situation se détériorer à vue d'œil en termes de massacres, notamment interethniques ou interreligieux. Alors, je crois qu'il faut être conscient de cela en sachant que on doit toujours travailler pour aller dans cette même direction, avoir une capacité de faire passer des messages sur des valeurs, et que ces valeurs permettent d'avoir un jour une population qui choisit ses dirigeants d'une manière pacifique et qui puisse dès lors gérer le pays. C'est ce qu'on essaye de faire un peu partout à travers le monde, et ça progresse, parce que quoi qu'on en dise, ça progresse, même s'il y a encore énormément de travail et de pain sur la planche. Alors sur le volet des négociations, c'est une question de mandat. Quand la Commission européenne doit négocier avec un partenaire, on lui donne un mandat, c'est dans ce mandat que se trouve un certain nombre de règles sur ce que nous ne voulons pas dans les accords commerciaux. Alors, je prends des exemples. L'exception culturelle européenne, c'est un élément que l'on remet sur la table systématiquement, y compris dans les négociations avec nos collègues américains, permet qu'il y ait une capacité d'intervention publique dans le secteur culturel pour respecter la diversité culturelle chez nous. C'est une demande d'ailleurs essentiellement franco-belge, parce qu'on n'est pas toujours très soutenu par d'autres États en la matière. Enfin, on porte fort ce message. En matière environnementale ou sociale, la même chose. C'est de se fixer des limites et de dire, voilà les principes que nous voulons voir respectés, quitte à ne pas conclure, et des accords que l'on ne conclut pas en fonction de cela. Et je le répète, il faut le faire en tenant compte aussi de la situation des pays dans lesquels on se rend.
quel est le niveau de développement du pays et comment peut-on faire progresser des règles sociales, environnementales et ne pas faire comme si nous avions atteint le niveau qui est le nôtre aujourd'hui en 2 jours, sans devoir parcourir un minimum de chemin. Et ce que j'essaie de mettre en avant dans ce genre de négociations, c'est d'amener nos entreprises à devoir respecter les règles quand elles sont à l'étranger. Et c'est un travail où, je ne le cache pas, les opinions publiques, le monde associatif, ont un rôle très important. Parce que qu'est-ce qui fait que de grandes multinationales, y compris dans le domaine du sport, commencent à être un peu attentives à la façon dont on fabrique leurs produits en Asie, en Afrique ou ailleurs? C'est la pression des consommateurs et des opinions publiques chez nous. Moi, je vois même des grands groupes dans l'agroalimentaire qui étaient spécialisés dans des pesticides notamment, et qui maintenant annoncent qu'ils vont faire des pesticides bio. Ben, je suppose quand même que s'ils le font, c'est probablement parce que d'abord ils estiment qu'il y a un marché, qu'il y a du profit à faire aussi dans le bio, parce que, bon, voilà, pour le bio, il n'est pas interdit, je dis ça en passant, qu'une entreprise fasse du bio. On ne doit pas nécessairement être tout seul dans le Larzac. Hein. On peut aussi imaginer qu'une entreprise le fasse, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a probablement un marché, mais aussi parce qu'il y a une pression des opinions publiques et des consommateurs qui montrent qu'on veut aller dans cette direction. Alors voilà, dans les négociations, la société civile a son rôle évidemment à jouer, mais les mandats sont clairs. Et les mandats fixent des limites à ce que l'on peut tolérer, mais c'est une négociation. Il ne faut pas espérer non plus que le modèle va être entièrement imposé aux partenaires. Il y aura un donnant-donnant, mais avec des limites que l'on ne franchit pas. Les Américains, par exemple, refusent, alors, je rassure tout de suite que nos dragueurs, et ceux qui draguent les rivières et le fond des mers, hein, pas ceux qui sévissent à l'université, donc que nos dragueurs aient accès au marché public américain. C'est totalement anormal. Nous avons parmi les plus grandes entreprises du monde pour organiser ce type d'activité, interdit d'accès dans les ports américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de protéger leur propre activité. Alors, si on veut obtenir qu'ils ouvrent la porte, il faudra qu'on ouvre sur certaines choses. C'est un peu du donnant-donnant, mais en fixant des limites. Et c'est un mandat clair qui est donné par les États, par tous les États, à la Commission, qui fixe ces limites. Merci beaucoup. On va reprendre les questions ici devant pour faire un équilibre. Attendez, on va faire un équilibre au devant, parce que sinon... On vient ici, Ici, devant. Il y a 3 questions. Hein. On prend les 3 questions qui sont ici. Merci, bonsoir. Monsieur Radier, vous parliez de fédéralisation de l'Europe. Je voulais savoir au niveau, en politique de l'emploi, quelles sont les mesures que l'Europe plus fédérale pourrait prendre pour réduire le chômage dans certains pays ou en général. Voilà, merci. Monsieur Reynders, je viens de noter que la réforme de l'armée belge qui avait été soutenue par le ministre de la Défense Flao, un socialiste, vous n'appréciez pas, hein, donc vous rejoignez les critiques finalement qui disaient qu'on était en train de transformer l'armée belge en une agence humanitaire de transport. Vous êtes en revanche finalement assez d'accord avec un autre ex-ministre, le socialiste lui aussi, sur le fait de devoir politiser l'Europe. C'est Paul Magnette qui nous a asséné ce message depuis plusieurs années entre ses murs. Et justement, par rapport à la ligne politique de la Belgique en matière de politique étrangère, je ne suis pas sûre qu'elle soit toujours très claire, de mon point de vue. Je prendrai plusieurs exemples. En matière de défense, on a un credo aujourd'hui, c'est petit mais loyal. Donc on est petit, mais on est partenaire de l'OTAN, on a des alliés, et donc on fera quelque part ce que les alliés nous demandent de faire. Et je crois que ça crée un certain malaise, notamment au sein de l'armée belge, puisque un ancien général à la retraite, Ricmond, exprimait quand même un certain nombre de doutes par rapport justement à la politique de défense belge. Et je pense que c'est un constat que l'on peut aussi faire en matière de politique étrangère. Je prendrai simplement l'exemple de la position très courageuse qu'avait prise Louis Michel dans le conflit israélo-palestinien, et qui, au bout du compte, n'a servi à rien, puisque dans les débats au sein dans les enceintes européennes, mais aussi au Parlement belge, finalement, il a dit bon, on ne peut rien faire, on ne sanctionnera pas, parce qu'au sein de l'Union européenne, on n'aurait pas d'alliés pour mener cette politique. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a un problème de visibilité
à la fois dans le domaine de la défense, sur les objectifs du recours à la force. Pourquoi est-ce que la Belgique va en Afghanistan, mais ne risque pas la vie de ses soldats dans l'est du Congo? Ce sont plutôt les casques bleus. Et de ce point de vue-là, on peut dire quand même qu'on n'est pas très généreux. Il y a très peu de soldats bien entraînés, européens, occidentaux, qui participent à ces opérations de maintien de la paix. Et même sur le plan juridique, on entend aussi des choses finalement assez contradictoires. Il faut un mandat des Nations Unies, du Conseil de sécurité pour intervenir en Syrie, mais aussi de temps en temps, on participe à une opération militaire sans mandat, comme au Kosovo, où on dit si le Conseil de sécurité est bloqué par la Russie, la Chine, par un veto, on se passera de l'autorisation du Conseil de sécurité. Donc, est-ce que vous pourriez m'éclairer et nous faire peut-être donner une lisibilité à ces prises de position de la Belgique? Merci. Merci. La troisième question. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'aurais voulu connaître votre opinion sur un sujet qui n'a pas encore été abordé, un sujet complexe et controversé, le sujet de M. Snowden. Je veux notamment savoir pourquoi la Belgique et le reste des pays européens avaient refusé sa demande d'asile, alors qu'il a finalement plutôt bien défendu les droits des citoyens européens. D'abord sur la politique étrangère, mais j'essaie de mettre un petit peu d'ordre, parce que vous parlez du Kosovo, une époque un peu antérieure, et puis de la Belgique petite mais loyale, qui suivrait chaque fois ses alliés. Permettez-moi de vous dire que dans le passé très récent, avant il faut considérer que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne sont pas des alliés, nous sont plus petits que nous. Nous avons clairement dit non. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis voulaient organiser des frappes militaires à la suite de l'attaque chimique du 21 août. Nous avons clairement maintenu la même ligne de dire nous voulons aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne dis pas que la Belgique l'a emporté, mais puisque vous semblez croire que nous sommes petits mais loyaux, oui, nous essayons d'avoir une loyauté avec le Conseil de sécurité, mais en tout cas c'est ce qui a finalement été fait. On a été au Conseil de sécurité, on a pris les décisions, la Syrie, je vous fais remarquer, grâce à ces démarches, maintenant participe aux conventions internationales sur les armes chimiques. On est en train de démanteler son armement chimique et on a repris le chemin d'une solution politique et non pas militaire. Pourtant, c'était totalement en opposition avec l'avis des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Donc, quand on dit petit mais loyal, je pense que, bien sûr, on a une loyauté, mais pas poursuivre dans n'importe quelle direction des États qui ne vont pas là où on souhaite aller. Je pourrais parler de Louis Michel, je pense que sur l'Irak, avec d'autres, il a pris des positions très claires qui ont fait qu'on n'a pas été en Irak, malgré la demande américaine plus que pressante. Donc on tient cette ligne, et je la tiens en tout cas, ça fait 2 ans que je suis aux affaires étrangères, j'attends une contradiction sur le volet de la lisibilité de notre politique à l'égard notamment de cette volonté de passer par le Conseil de sécurité. Pour la défense, d'abord j'ai un respect absolu pour les généraux en retraite, mais ils ont un défaut, c'est d'être en retraite. J'aime bien parler avec les généraux d'actifs, parce que je me souviens de la guerre du Golfe, où ils nous expliquaient la ligne Maginot devant Guillaume Durand en télévision sur la 5, c'est pas ce qui se passait sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui? Mais c'est que si vous arrivez avec moi à convaincre la population belge qu'il faut investir plus dans la défense, on peut essayer. On peut essayer. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver facilement. Mais vous devez alors m'aider à convaincre des Européens de faire une défense européenne. Et que dans cette défense européenne, la Belgique ait des spécialités. Et quand vous dites on hésite, non, je n'étais pas pour une logique purement humanitaire. Il n'y a pas besoin d'une défense pour faire ça. On a d'autres structures pour faire purement humanitaire, mais on fait quand même des opérations. BIFAST, j'en suis très fier, c'est une opération d'intervention rapide. On est first in, first on, les premiers sur le terrain. On l'a fait encore récemment dans un certain nombre de drames. Je crois qu'on doit avoir ce genre d'action, mais sinon on doit être conscient des limites. La Belgique, je l'ai dit, c'est une très grande puissance militaire. Je vous remercie de souhaiter, avec des généraux en retraite, que nous soyons une très grande puissance militaire, mais il y a quand même des limites à ce que l'on peut faire. Mais nous avons fait quoi? Nous avons utilisé nos F-16, vraie capacité de frappe, pour agir en première ligne, tant en Afghanistan qu'en Libye. Quand nous avons des moyens logistiques de transport que d'autres n'ont pas, comme les C-130, dont on a besoin en Afrique, c'est eux qui sont sur le terrain, au Mali et en République centrafricaine. C'est eux aussi qui sont sur le terrain lorsqu'il faut avoir des hélicoptères de transport, ce sont nos hommes aussi, au Mali, pour faire des déplacements de santé. Vous avez dit par contre, en l'est du Congo, il n'y a pas
de militaires belges sur le terrain, à pied d'œuvre, qui risquent sa vie. Non, pour une raison très simple, et j'ai demandé au Parlement de revenir sur cela, j'espère que le débat va enfin avoir lieu, c'est que le traumatisme du Rwanda, 10 para-belges tués au Rwanda, était du génocide qui avait lieu, a fait que le Parlement belge a décidé de ne plus envoyer de troupes dans nos anciennes colonies. On a heureusement à plusieurs reprises un peu modifié ces règles, et je redis, je l'ai dit au Parlement à plusieurs reprises, je souhaite que le Parlement aille plus loin, et que justement on nous permette, non pas que je veuille y aller, mais qu'on nous permette de prendre la décision. Parce que nous ne pouvons pas sans arrêt demander à la communauté internationale d'être présente en Afrique centrale et notamment dans l'Est du Congo, en nous interdisant à nous-mêmes d'y être. On y est par des biais logistiques, on y est par de la formation, mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans la MONUSCO, parce que le Parlement a pris ses décisions un jour. Mais je sens bien qu'il y a une évolution dans le Parlement, en tout cas je plaide, c'est la même lisibilité, pour aller dans cette direction. Sur le conflit du Moyen-Orient, attendez, vous me dites que Louis Michel a pris des positions courageuses, mais en gros il y a toujours le conflit. Oui, alors là vous pouvez dire ça pour tout le monde à travers la planète entière, parce que beaucoup de gens ont pris des initiatives, le conflit est toujours là, ça c'est vrai. Mais en termes de lisibilité, que faisons-nous? Je peux vous dire que malgré les discussions très dures avec des autorités israéliennes, j'ai encore été sur place récemment, je les reçois ici, nous maintenons une ligne très claire, la colonisation c'est non. Et chaque fois qu'il y a des annonces en matière de colonisation, je prends avec d'autres des démarches, des communiqués, mais aussi des actions concrètes pour nous y opposer. Chaque fois que l'on peut agir pour favoriser la solution à 2 États, je le fais. Exemple, je crois qu'elle sera là tout à l'heure, je l'ai aperçue en tout cas tout à l'heure, Léa Chaïd, elle porte maintenant, la représentante palestinienne, elle porte maintenant le titre d'ambassadrice à Bruxelles. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de rehausser la représentation diplomatique. Si on veut aller vers 2 États, il faut qu'on donne à chacun sa chance. Maintenant, va-t-on assez loin? Je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique doit aussi être consciente de sa capacité d'action. Et je suis très fier de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons organiser d'ici peu de temps à Bruxelles une rencontre sur la capacité d'investissement dans les territoires palestiniens, évidemment si on arrive à faire bouger aussi la solution politique. Mais si vous voulez que je vous dise qu'à mes yeux, entre le couple belgo-luxembourgeois et le couple américano-russe, il y a plus de chances que ce soit le deuxième qui règle le problème israélo-palestinien que le premier, ça c'est vrai, nous sommes petits. Non mais, je veux dire, vous me dites, Louis Michel a une attitude courageuse, mais le conflit est toujours là. Oui, ça c'est clair. À un moment donné, il n'a pas effectivement annoncé qu'il allait le régler tout seul. Mais nous gardons la même lisibilité. Nous voulons une intervention via le Conseil de sécurité. Nous participons avec nos capacités propres, mais en fixant des limites. J'aimerais d'ailleurs qu'en Europe, parfois, on répartisse la charge budgétaire de l'intervention. Il n'y a pas de raison que les pays comme nous, qui disent on va y aller, supportent la charge seuls. Et comme je le dis souvent, il y a en Europe comme dans le monde, parmi les bailleurs de finances, il y a des gens qui baillent plus qu'ils ne financent. Donc j'aimerais que de temps en temps, ils fassent la démarche d'aller un peu au-delà. Et puis, Snowden. Vous savez, moi, je suis admiratif devant les martyrs. Martyrs à la cause. Et il faut à un moment donné, je prends 2 exemples, il faut à un moment donné alors assumer son rôle de martyr. Pourquoi? Quand vous êtes dans des services militaires ou de renseignement américains, je pense que quand vous engagez dans un service comme cela, vous savez que si à un moment donné, vous diffusez des informations qui, dans l'esprit des autorités américaines, servent à nuire à l'autorité militaire de renseignement aux États-Unis, comment dire, vous courez quelques risques. Une petite sanction, éventuellement. Le système américain, sur ce volet-là, il est très clair. Et donc, oui, pourquoi n'a-t-on pas accueilli? Mais parce que nous avons des conventions avec nos partenaires américains, je dis que nous avons une alliance transatlantique, l'accueillir pour l'extrader, c'est pas vraiment lui rendre entrer dans le service. Ou alors il fallait dire, nous allons l'accueillir, mais nous aussi, nous sommes des militants, et nous allons violer toutes les règles internationales. Donc il faut se rendre compte que quand quelqu'un choisit de sortir du cadre, il doit un minimum assumer le risque qu'il prend. Or, ici, moi je ne me prononce pas sur le bien fondé de ce qu'il a fait, ou pas moralement, éthiquement, je peux me dire c'est très bien d'essayer d'expliquer que... Je dis souvent, aujourd'hui, je salue nos amis américains s'ils nous écoutent, mais je dis souvent qu'il ferait mieux de nous dire ce qu'ils écoutent ailleurs que venir nous écouter.
Parce que je plains parfois les gens qui à Washington écoutent ce qui se dit au Parlement dans les deux langues à Bruxelles. Mais bon, ils le font. Et ça étant, il y a des règles. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est sorti du cadre, c'est pas par hasard que c'est plutôt dans l'environnement russe, par exemple, qu'on trouve amusant de le recevoir et de le protéger. Mais à un moment donné, il fallait bien se rendre compte que l'accueillir dans un territoire européen, c'était pas seulement entrer en conflit avec les Américains, mais c'était prendre le risque pour lui de devoir, d'après les conventions que nous avons, l'extrader vers les États-Unis. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui lui serait arrivé de mieux. Mais l'autre exemple, parce que j'en ai beaucoup parlé avec des ONG, vous avez peut-être suivi cette histoire du bateau de Greenpeace qui est parti dans les eaux territoriales russes. Oui, mais quand vous recevez comme commandant de bord des appels répétés des autorités russes pour vous dire que vous êtes illégalement dans les eaux territoriales, que si vous continuez, on va vous arrêter. Et il ne faut pas vraiment s'étonner, ou alors c'est mal connaître le régime du président Poutine, qu'au moment où vous y arrivez vraiment, on vous arrête. Et donc qu'avons-nous fait? Et heureusement, je reviens de nouveau à la même logique de respect, avec mon collègue néerlandais qui lui était en première ligne, parce que c'est un bateau néerlandais, et nous n'avions pas de nationaux à bord, mais eux bien. Au Parlement belge, on me demandait de prendre des positions extrêmes, c'est pas difficile dans les personnes à bord, on pouvait vraiment aller très loin. Les Néerlandais me disaient non, on est en pleine discussion consulaire avec les autorités russes. Et juridiquement, on a obtenu d'abord de ne plus avoir de problème pour le bateau, et puis vous l'aurez constaté, on a quand même trouvé des solutions pour les personnes qui étaient à bord. Mais si je prends ces deux exemples, parce qu'il faut quand même à un moment donné se rendre compte que, je sais bien qu'on n'est pas dans une université catholique, donc c'est difficile de faire la comparaison, mais quand on veut être martyr à la cause, il faut accepter qu'il y a peut-être un certain nombre de risques que l'on prend si on sort totalement du cadre. Et donc, moi je me répète, je ne me prononce pas, est-ce qu'il était vraiment utile d'aller stigmatiser l'exploitation éventuelle de ressources naturelles dans le Grand Nord? Est-ce qu'il était vraiment utile de diffuser des informations confidentielles des services de renseignement américains pour révéler le fonctionnement des services américains? Peut-être qu'on leur fera à tous une statue un jour. Mais dans l'ordre juridique international, il y a un minimum de règles à respecter. Et si on les transgresse, il faut se rendre compte qu'il y a peut-être des conséquences. Et c'est cela qui s'est passé avec Edward Snowden, parce que l'accueillir dans un pays européen, c'était peut-être pas lui rendre le service que vous souhaitiez qu'on lui rende, parce que si on nous avait demandé de l'extrader avec des confirmations précises d'un certain nombre de violations graves des règles américaines, on aurait dû le faire. Donc voilà, il faut... Mais c'est toujours la difficulté, dès qu'on est borderline, d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu vous prendre l'exemple, mais ça nous mènerait trop loin, de ces jeunes ou moins jeunes Européens, ou de pays arabes, ou d'autres pays dans le monde, qui décident d'aller se battre en Syrie. Et puis nous en avons maintenant qui viennent à notre consulat honoraire, donc chez un homme d'affaires à la frontière turque, avec une balle dans le corps, et qui dit maintenant il faut vous rapatrier. Attendez, ça ne va pas si vite. Il faut quand même d'abord expliquer d'où vous venez, ce que vous faisiez, et si vous êtes dans un groupe djihadiste extrémiste, on va quand même vous suivre d'un peu plus près. Donc voilà, c'est chaque fois, alors c'est un comportement de nouveau totalement différent. Mais dans l'ordre international, il faut respecter un minimum de règles, en tout cas de la part des États. Et je le répète, moralement, éthiquement, je ne me prononce pas sur... je pense la vie sur le bien fondé de ce qui est fait par les uns et par les autres. Mais on doit quand même respecter les règles. Alors, je reviens sur le volet européen et de l'emploi. Deux exemples, pour ne pas entrer dans une démarche trop longue. Qu'est-ce que l'on pourrait faire si on avait, déjà maintenant, la volonté de le faire, ou si on allait vers un système plus fédéral? D'abord, une politique industrielle. Alors, qu'on ne se trompe pas. J'entends parfois parler de politique industrielle, où on nous dit la politique industrielle pourrait consister à sauvegarder, à protéger des entreprises. Je ne crois pas que c'est ça la politique industrielle. C'est tenter d'aider au développement du secteur de l'industrie en Europe en agissant sur des grands leviers. Alors par exemple, pour prendre ce seul exemple-là, ce que nous ne faisons pas assez, c'est d'avoir une vraie politique énergétique européenne. Les États-Unis aujourd'hui, qu'on suive cette voie-là ou une autre, vont devenir exportateurs de gaz grâce au gaz de schiste et toute une série de nouvelles technologies. Ils vont avoir une énergie 30% moins chère que l'énergie européenne, et nous n'avons toujours pas un vrai marché intérieur de l'énergie. On n'a pas encore interconnecté tous nos réseaux, on n'a pas un vrai développement du marché de l'énergie. Et si on veut une politique industrielle, il n'y a pas que les coûts salariaux. Aujourd'hui, l'énergie tient une part fondamentale. Le deuxième exemple, on pourrait faire plus, même si on commence, c'est l'emploi des jeunes.
c'est comment se dire en Europe qu'on consacre des moyens dans un budget européen, pas le pourcent que je disais tout à l'heure, mais pour garantir de la formation professionnelle, un stage et donc un accès à l'emploi aux jeunes qui sont sur le territoire de l'Union, là où ils se situent, ou quelque part dans l'Union. Il faut aussi que la capacité de stage et de formation soit là. On ne le fait pas assez aujourd'hui. On n'a pas cette capacité d'agir, on a mis des petits budgets en place et on dit les États vont s'en occuper. Je préférerais qu'il y ait de vrais chantiers européens en la matière. Et j'oubliais, parce que votre voisine avait aussi posé la question de la politisation, si je ne me trompe, de l'Europe, en disant, moi, vous savez, je peux être d'accord, ça m'arrive avec les socialistes, je peux être d'accord avec des écologistes, pas tout le temps sur tout. Ça non, ça c'est vrai, mais je ne change pas vraiment de conviction. Mais ce que je reproche quand même dans un certain nombre de discours que j'ai entendus, c'est que quand on parle de politiser l'Europe, très souvent on commence par s'en prendre à l'Europe. Or vous savez, la plupart des décisions que beaucoup de collègues, parfois même, critiquent, ce sont des décisions auxquelles le gouvernement belge, à travers toutes ses composantes et tous ses ministres, a participé. Et donc je crains toujours que l'on oscille entre, moi ce que je souhaite, une vraie politisation, un débat de fond, où on veut une politique à gauche, à droite, au centre, vert, bleu, rouge, comme on veut, mais chacun défend sa position, et puis malgré tout, la tentation d'utiliser l'Europe comme un bouc émissaire. Et vous me citiez un collègue qui, je crois, maintenant est président de parti, au moins par intérim, mais a exercé quand même des fonctions importantes dans cette université. Je vois quand même souvent des sorties contre l'Europe, contre la Commission, et puis on dit, on va politiser le débat. Très souvent, les décisions que l'on critique, je le répète, ce sont des décisions qui ont été avalisées à l'unanimité ou par consensus, en ce compris par les gouvernements comme le gouvernement belge. Et moi, je cherche toujours, d'autres l'ont dit à ma place, j'entends souvent dire, enfin, cette Europe libérale, parce que comme on est aussi invité par un cercle d'étudiants libéraux, je viens de le dire une fois, cette Europe libérale, ben, je veux dire, ça se saurait si on était dans une Europe libérale. Qu'est-ce qu'on a en Europe aujourd'hui qui domine l'Europe? Des conservateurs d'un côté, des socialistes de l'autre. Et qui souvent d'ailleurs se mettent d'accord pour choisir le président du Parlement, le président du Conseil, le président de la Commission, mais des libéraux dans les structures européennes, je veux dire, c'est comme les chercheurs qui trouvent, hein. On en cherche. Il y en a quelques-uns, et heureusement, et ça marche, mais c'est pas la dominante. Mais très souvent, j'entends des formations politiques s'en prendre à l'Europe, alors qu'elles sont au cœur du processus de décision européen. C'est un peu facile. Donc voilà, ma vision de la politisation, elle n'est pas tout à fait la même. Je ne commence pas par casser du sucre sur le dos de l'Europe en criant au loup avec tout le monde. Non, je dis simplement, si on veut sortir de ce débat, pour ou contre l'Europe, ayons le courage de dire quelle politique on veut, allons devant les électeurs, et puis on verra quelle sera la majorité, une majorité claire, dans le Parlement européen, qui ira plus à gauche, plus à droite, plus au centre, je dirais peu importe, ce sera le choix des électeurs. Mais ça, c'est ce que d'autres disaient, c'est revenir à une Europe fédérale. C'est un jour avoir une véritable Europe politique aussi, où les électeurs pourront choisir ce qu'ils veulent, quelle orientation donner à la politique européenne. Voilà, merci beaucoup. On va prendre un dernier tour de parole et je vais prendre au milieu, parce que j'ai pris en haut, en bas, donc il y a beaucoup trop de mains, donc il faudra que vous reveniez, hein, parce que vous voyez bien que monsieur... Ah oui, c'est malin de bouger, d'aller... oui, je trouve ça très malin, effectivement. Non, non, prenez la parole, monsieur. Vous allez effectivement descendre derrière pour vous mettre au milieu. Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, ma question, je vais la poser sur 3 volets. Donc, ma première question, c'est pas sur les conseils de sécurité internationale, donc l'ONU. Donc, ce qui fait que vous avez dit qu'on doit réformer l'ONU et que ce n'est pas normal que 5 États seulement puissent posséder le droit de veto. Alors, comment imaginez-vous cette réforme de l'ONU? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question se porte sur les droits de l'homme. La Russie est un pays très critiqué par les médias européens pour articles concernant les droits de l'homme, mais on a 2 pays, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont moins critiqués. Est-ce que c'est par rapport aux intérêts économiques? Moi, je ne sais pas. Alors, le troisième volet de ma question, c'est sur la CPI, la Cour pénale internationale.
C'est juste un constat amer. On constate que la CPI est remplie rien que d'Africains. Merci. Merci. Oui, on va prendre, oui. Enfin, ça rejoint la même question, la question de monsieur juste devant moi. Donc, vous vous montrez assez hostile à la dictature en Russie et aux violations des droits de l'homme commises dans ces pays. Donc vous vous montrez aussi assez hostile à la politique de l'Iran, en Libye, en Afghanistan, c'est bien. Mais pourquoi on vous entend beaucoup moins quand il s'agit de l'État d'Israël, par exemple, qui continue toujours à bafouer les droits de l'homme? On a même, je vous ai entendu tantôt dire qu'il va falloir peut-être mettre des limitations et des restrictions à M. Poutine, je suis d'accord, mais pourquoi alors accueillir, il n'y a pas longtemps, M. Shimon Peres, ici, à bras grands ouverts, pourtant on le sait très bien, qu'est-ce que l'État d'Israël commet comme horreur. Ça, c'est une chose. Et pourquoi alors, attendez 2 secondes, pourquoi on dénonce beaucoup moins l'Arabie Saoudite, comme monsieur vient de le dire? Je ne pense pas qu'elle lapide moins les femmes qu'en Iran. Il y a de quoi en fait croire que la communauté internationale intervient là où les intérêts économiques et politiques sont beaucoup plus importants. Donc je pense que c'est une réalité. Il y a eu aussi, par rapport au printemps arabe, une forte contestation du peuple yéménite pendant ces temps-là, et cela a causé un bain de sang, et bien avant la Syrie, bien évidemment, et pourtant le silence sur la scène internationale m'a vraiment choquée, et les médias également. Donc il y a aussi une raison de croire que les médias ne sont pas aussi neutres que ça. Non, oui, bien sûr, mais je vais conclure. Donc pour moi, c'est bien de dénoncer les violations dans les pays avec qui nous sommes en désaccord sur le plan politique et ou socio-économique, mais il serait aussi courageux et plus honnête de votre part et de la part du gouvernement belge de dénoncer également les violations des droits de l'homme qui sont commises partout dans le monde. Merci. Et une dernière question. Oui. Voilà. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être parmi nous. Alors vous parliez tout à l'heure de repli sur soi et de protectionnisme en temps de crise. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'une part que l'économie mondiale, enfin que les rênes de l'économie mondiale soient tenus fermement par les géants du pétrole et du gaz qui ne prennent pas eux racine en Europe, et d'autre part que les visions de l'économie sont très diverses en Europe, notamment depuis le traité de Lisbonne, font que soit on encourt qu'on soit plus lent dans l'évolution justement du fédéralisme en Europe, soit qu'on aboutisse à une deuxième Europe dans l'Europe des 28, qui serait une Europe fédérale, mais qui ne regrouperait pas les 28 pays. Voilà. Je vais peut-être repartir de l'Europe pour aller vers la scène internationale. D'abord, quand on regarde le monde aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a des évolutions. Ces derniers jours, on annonçait par exemple que les plus grandes capitalisations boursières ne sont plus les sociétés pétrolières ou les sociétés gazières, mais ça devient les sociétés de l'information, Apple, Microsoft, qui dépassent même ce cadre. Donc des sociétés qui vendent, des entreprises qui vendent des produits qu'on n'imaginait pas il y a 30 ans. Et pourtant, la société pétrolière et énergétique est là depuis longtemps. Maintenant, vous mettez le doigt sur un point, c'est que, je viens de le dire en parlant de ce qu'on pourrait faire en Europe, on manque cruellement d'une politique industrielle, c'est vrai, mais fondée notamment sur une politique énergétique. Et on ne peut pas séparer la politique énergétique de la politique climatique, où l'Europe est en pointe, parce qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais nous sommes très en pointe sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques et de mesures à prendre en la matière. Alors, si on veut jouer un rôle sur la scène internationale, il va vraiment falloir que l'on continue à créer un véritable marché intérieur de l'énergie. Et ce marché intérieur de l'énergie, il permet non seulement de continuer un effort colossal qui est fait en Europe d'efficacité énergétique, parce que l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on diminue la consommation d'énergie très fortement, d'avoir un mix énergétique. Il y a du renouvelable, mais il y a aussi d'autres formes d'énergie qu'on va pouvoir développer, et la recherche en matière énergétique, parce que je parlais tout à l'heure du gaz de schiste et d'un certain nombre d'autres technologies utilisées ailleurs. Je suis favorable au moins que l'on étudie. Si à un moment donné on estime ne pas devoir le faire en fonction des résultats des études, je ne crois pas, mais pas un dogme au départ. Donc c'est vrai que dans ce domaine, on doit pouvoir avancer, et je ne cache pas qu'on avancera peut-être, là vous l'évoquez vous-même, avec non pas les 28, mais moins, même sur le plan budgétaire, on a fait des traités avec moins de pays, 25, la Croatie n'était pas encore là, et les Tchèques et les Britanniques n'ont pas voulu suivre.
Mais on travaille déjà comme ça en Europe. La zone euro, nous sommes 18. Schengen, la libre circulation, tout le monde n'y participe pas. Et je ne trouve pas anormal qu'il y ait un noyau dur. Ce que je pense simplement, c'est que c'est la zone euro qui se constitue petit à petit, qui est ce noyau dur, qui partage la même monnaie, plus de 300 millions de consommateurs, et qui doit pouvoir aller plus loin que les autres, parce que c'est un geste fort que de partager la même monnaie. Mais vous avez raison de dire que par rapport à des grands groupes sur la scène internationale, on a un effort à faire, notamment en matière de politique énergétique, et c'est des débats que nous avons avec des grands voisins, je pense notamment à la Russie. Dans ce contexte-là, je voudrais juste dire que les processus qui ont été mis en place, Lisbonne, maintenant la stratégie 2020, en 2000, les chefs d'État, quand j'étais ministre des Finances, donc je n'avais pas ce côté visionnaire, avaient dit que dans les 10 ans, en 2010, l'Europe serait la première société de la connaissance au monde. En 2000, moi, quand j'allais à Lisbonne, j'utilisais, comme tous ceux qui étaient autour de la table, un Nokia. Et 10 ans plus tard, tout le monde était avec des appareils purement d'iPhone, donc d'Apple, ou des Samsung. On voit maintenant Nokia revenir un peu sur le marché. J'espère qu'on aura des Européens présents dans ces domaines. Mais ça, c'est à l'Europe de se construire pour faire en sorte que, en énergie, j'ai tantôt dans le domaine de la défense, dans d'autres domaines, on est des champions. Et je reprends le même exemple, Airbus, on devrait de temps en temps y repenser. On a une vraie capacité d'être en compétition partout dans le monde avec Boeing, qui pourtant s'appuie sur l'armée américaine, parce que Boeing travaille aussi directement ou indirectement pour l'armée, et parce qu'on s'est regroupé. Et l'Europe doit aller plus dans cette direction. Alors, pour faire bref, je dirais, avant de venir à deux questions sur la réforme de l'ONU et la CPI, je comprends bien la démarche qui consiste à dire les 2 poids 2 mesures. Alors, chaque fois qu'on regarde le monde avec un prisme un peu déformant, on a l'impression qu'on n'agit que d'un côté et jamais de l'autre. Moi, je peux vous dire que, prenons d'abord le conflit du Moyen-Orient. J'ai été, il n'y a pas tellement longtemps, tant en Israël que dans les territoires palestiniens. Nous défendons systématiquement la même position. La position, c'est une solution à 2 États. Pour cela, il faut que l'État d'Israël arrête, et nous lui faisons savoir, je dis tout à l'heure, chaque fois, cette politique de colonisation. Il faut aussi, il ne faut pas se le cacher, je le dis régulièrement à des représentants palestiniens, que nous ayons une autorité palestinienne capable de conclure un accord et de le faire respecter. Pas seulement en Cisjordanie, mais aussi à Gaza. Ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, nous n'avons pas 2 poids 2 mesures en la matière. Il y a un certain nombre de mesures restrictives qui ont été prises à l'égard d'Israël, mais il y a surtout une volonté de soutenir maintenant un processus politique, un processus d'accord politique. Vis-à-vis des différents pays, printemps arabe ou de pays en général, on me dit on est très dur à l'égard de la Russie, on essaye de faire passer un message, en tout cas en Russie, et ce n'est pas ça, notamment à l'égard des droits de l'homme, je pense aux ONG qui militent en matière de droits de l'homme, ou de l'évolution, mais qui n'est pas si ancienne chez nous non plus. Je ne vous dis, plusieurs fois, on ne doit pas donner de leçons, mais l'homophobie présente en Russie, c'est quelque chose contre lequel nous essayons de lutter. Je le répète, ce n'est pas quelque chose absent de nos sociétés, et on n'a pas évolué il y a un siècle sur le sujet, c'est une évolution plus récente. Ça étant, on parle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, puisqu'on va y aller, vous savez, nous allons être probablement le seul pays au monde à faire en sorte qu'une mission économique en Arabie Saoudite soit menée par une femme. C'est la princesse Astrid qui mènera cette mission. Je pense que le signal que l'on donne en venant dans un pays comme l'Arabie Saoudite, avec une femme à la tête d'une mission, est au moins aussi fort que beaucoup d'articles que l'on publie sur le pays. Ça étant, nous recevons, on reçoit des gens à Bruxelles, on reçoit tout le monde. Je vous rassure, j'ai reçu mon collègue iranien et je vais à Téhéran et à Ispahan dans moins de 10 jours. Donc, je serai aussi sur le terrain. Mais je crois qu'il faut à un moment donné mesurer le niveau de danger. Et je vais être très clair avec vous. L'Iran, je suis très heureux de l'évolution actuelle, mais c'était probablement le plus grand danger, le plus grand foyer de tension possible sur la planète. Quand vous avez dans un pays une volonté d'enrichir l'uranium pour l'utiliser militairement, pour avoir l'arme nucléaire, et que c'est exceptionnel à travers le monde, le président du pays lui-même, non seulement dit « je vais le faire », mais je vais l'utiliser, mais peut-être pas ce pays, mais pour détruire Israël, la communauté internationale ne peut pas rester impassible. Et je suis très heureux que les sanctions, notamment imposées, ont fonctionné, parce que les sanctions fonctionnent à l'égard des pays à travers le monde, comme ça a fonctionné dans ce que certains
préfère appeler d'un autre nom que la Birmanie, mais on a vu là aussi des sanctions fonctionner. Et aujourd'hui, l'Iran a décidé d'abord de changer de président, mais de rentrer dans une logique de négociation. Ben, vous aurez constaté que la négociation a lieu, je vais me rendre à Téhéran, l'Union européenne mène ces négociations, et si on peut faire rentrer l'Iran dans le concert des nations de façon tout à fait intégrée, moi j'en serais très heureux, les Américains essayent de le faire aussi. Mais je ne crois pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, si ce n'est que je reconnais que parfois, y compris dans les parlements, on est plus soucieux de suivre un certain nombre de pays pour des raisons très particulières. Je prends parfois quelques comparaisons, mais la situation en Afrique centrale, le Parlement belge s'en préoccupe tout le temps, en nous demandant si c'est bien raisonnable d'avoir des contacts, si c'est bien raisonnable de prendre telle ou telle mesure. Il y a des grands pays démocratiques à travers le monde, que personne n'a d'ailleurs cité encore ce soir, mais pour lesquels on nous demande sans arrêt de mener des missions économiques. Je pense à un des deux plus grands pays au monde en population, où je n'ai pas toujours une très bonne mémoire, en tout cas à une échéance de plus de 5000 ans, je ne me souviens pas de la date de la dernière élection. Je pense à la Chine. Personne ne l'a cité. Qu'est-ce que nous essayons de faire en Chine? Il n'y a jamais eu de démocratie en Chine. Mais on essaie de faire progresser les droits de l'homme, avec une discussion réelle sur les droits de l'homme, et à côté de ça, de voir comment développer l'activité économique. Ma conviction, dans des pays comme ça, et j'espère que ce sera le cas de l'Iran un jour, en revenant dans la communauté internationale, c'est que plus ces pays vont s'ouvrir, plus leurs habitants vont partir à l'étranger et revenir, plus le commerce se fera, plus on a de chances de voir progresser une logique démocratique. Et c'est ça la pression qu'on doit faire. Alors qu'on ait fait moins au Yémen, c'est possible que la Belgique ait été moins présente à l'époque au Yémen, qu'on a été présent sur le pourtour sud de la Méditerranée, mais je peux vous dire que l'Union européenne intervient régulièrement. J'avais un conseil Affaires étrangères encore au début de semaine, on a repris attitude sur la situation au Yémen. Et nous allons suivre la situation des droits de l'homme partout, en essayant d'avoir cette relation la plus respectueuse possible, mais avec un effet d'évolution sur le terrain. Et je vais vous dire juste une histoire concernant les deux poids, deux mesures, peut-être en sens inverse, comme ça je terminerai par là. On a reçu, il n'y a pas tellement longtemps, le Conseil de coopération du Golfe, donc les pays du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite. La délégation était menée par un de mes collègues, la famille royale d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite. Les Européens se sont réunis, on a eu la rencontre. Il était à peine assis avec ses collègues du Golfe, Cathy Ashton à la demande de tous les Européens. Premier point sur la table, la peine de mort. Et la manière dont on exécute la peine de mort en Arabie Saoudite. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait pris beaucoup de détours. Mais j'ai trouvé que la réponse n'était pas, en termes de deux poids, deux mesures, tout à fait absurde, puisqu'il nous a parlé un peu de la culture et de l'origine de cette peine de mort de part et d'autre, puisque c'est vrai qu'on l'a pratiqué longtemps en Europe. Il nous a surtout demandé si quand on reçoit des partenaires à travers le monde, et que ces partenaires appliquent au moins dans une partie de leur territoire la peine de mort, est-ce que vous mettez aussi comme premier point sur la table ce dossier-là? C'est vrai qu'au vu de la visite actuelle du président de la République française aux États-Unis, je n'ai pas eu le sentiment que c'est le premier sujet qu'il ait abordé avec le président Obama. Donc c'est vrai que de temps en temps, on peut se poser des questions sur les deux poids, deux mesures, mais pas toujours dans le même sens, parce que je peux vous dire qu'il y a des pays avec lesquels on revient systématiquement sur ces thèmes lorsqu'ils sont très forts. Et l'Arabie Saoudite, évidemment que le débat sur la peine de mort, sur les droits des femmes en Arabie Saoudite, c'est un débat que l'on remet systématiquement sur la table. Mais je le répète, je trouve que y aller avec une mission menée par une femme, c'est peut-être un signal au moins aussi fort que de publier deux articles dans des journaux de la capitale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup à tous. Merci pour avoir pris le temps de venir discuter longuement avec les étudiants et avec le public. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de questions, et donc il nous faudra réorganiser certainement d'autres conférences sur la politique étrangère ou glisser sur la politique belge. Merci beaucoup, et puis ça laisse le temps à tous ceux qui sont inquiets de la situation en Syrie de changer d'auditoire et d'aller à l'auditoire 4 pour aller suivre la conférence suivante. On ne s'ennuie jamais à l'ULB. Merci beaucoup, bonne soirée.